Bienvenue à tous. Coup sur coup, le Maroc a repris des points sur le Polisario ce mois de mai. Défilé militaire des séparatistes à Tifariti, rejet de la Commission européenne du qualificatif de représentant exclusif des Sahraouis ou encore soutien logistique et militaire du Hezbollah et de l'Iran. En moins d'un mois, le Polisario a laissé des plumes. Alors comment le Maroc reprend la main au Polisario? Comment peut-il en profiter dans les prochains mois? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Hassan Alaoui, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes fondateur du journal Le Maroc Diplomatique. Jawad Kardoudi également avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Benoît. Président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de ce nouvel épisode Maroc-FIFA à quelques jours du vote pour la désignation du pays hôte de la Coupe du Monde 2026. La Fédération royale marocaine de football saisit officiellement la Fédération internationale. 4 territoires américains ont obtenu le droit de vote pour l'attribution de ce mondial. Pour le Maroc, il s'agit d'un conflit d'intérêts. Que se passe-t-il? Rabat peut-il avoir gain de cause à la dernière minute? Et où en est le Maroc dans sa quête de voix J-4 de la décision de la Task Force de valider ou non les 2 candidatures en course? C'est ce que nous verrons à partir de 10h45. Les décodeurs atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité. Vos réactions, vos questions sur la page Facebook ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Messieurs, le Maroc a perdu des plumes ce mois-ci. Que s'est-il passé? C'est ce que nous allons voir dans un premier temps. Et puis nous verrons comment le Maroc peut en tirer profit à l'avenir, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Jawad Kardoudi, on peut commencer notamment par peut-être l'affaire la plus surprenante de ce mois. C'est ce soutien du Hezbollah et de l'Iran au Polisario. Effectivement, comme vous l'avez signalé, il y a eu beaucoup d'événements concernant le Sahara et en tant qu'observateur, nous suivons de très près la cause nationale. Alors effectivement, cette question de l'Iran qui, donc, par l'intermédiaire du Hezbollah, a soutenu ou soutient le Polisario, a été dénoncée par le Maroc, qui a, comme tout le monde le sait, rompu ses relations diplomatiques avec donc l'Iran. Deuxième rupture en moins de 15 ans. Absolument. D'ailleurs, pour une autre raison cette fois-ci. D'ailleurs, depuis la République islamique en 1979, les relations ont toujours été pas très bonnes entre le Maroc et l'Iran. Alors moi, ce que j'en vois, bien sûr, j'approuve absolument cette mesure et je vois un bienfait pour le Maroc, c'est un rapprochement avec l'Arabie Saoudite et les États-Unis, qui évidemment, eux, comme vous le savez, sont absolument contre l'Iran, que ce soit sur le plan du nucléaire ou sur ce qui nous intéresse le plus, cette extension de l'Iran vers le Moyen-Orient et vers l'Afrique du Nord. Oui, c'est ce que disait avant-hier Nasser Bourita sur Fox News, Hassan Alaoui. Selon lui, l'Iran tente par tous les moyens de s'implanter en Afrique du Nord. On aurait pu imaginer une sorte de Hezbollah bis à travers le front Polisario. C'était peut-être l'objectif de Téhéran, selon vous? Écoutez, ça l'est déjà, hein, le front bis, parce que depuis 43 ans maintenant, nous vivons le même problème, à savoir un front, entre guillemets, un front de libération qui est soutenu par un État voisin et pas n'importe quel État. Et donc, l'idée, c'est que de lui donner les armes, de le renforcer, pour évidemment organiser une déstabilisation du Maroc en particulier. Donc là, il y avait des livraisons de missiles carrément. Il y a des livraisons de missiles de type SAM et tout ça. Et donc le Maroc ne pouvait pas ne pas réagir aujourd'hui parce que de toute façon il a possédé la preuve, il a détenu un petit peu tout ce que je veux dire comme preuve matérielle surtout. Et donc, il a réagi vite. Ça s'inscrit dans une diplomatie nouvelle, c'est que maintenant le Maroc, comme vous disiez tout à l'heure, réagit au coup par coup. C'est une diversification de la stratégie diplomatique. C'est très très bien. Et donc, nous n'avons plus de complexe à alerter les instances internationales, à aller sur le front carrément. C'est ce qui s'est passé et Bourita est parti jusqu'à Téhéran pour annoncer la rupture. Oui, ça change d'un simple communiqué. On est parti rencontrer son interlocuteur directement. Son adversaire, entre guillemets. Oui. Et donc, c'est un changement à la fois de positionnement et de méthode. Et donc, il faut se féliciter que le Maroc aujourd'hui puisse prendre en main réellement les choses de manière plus
ferme et déterminée. Alors, le Maroc, évidemment, il dénonce, mais en même temps, il est sur plusieurs fronts. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le dossier européen qui surgit, avec l'accord de pêche et l'accord agricole. Et on a 2 mois du délai donc du renouvellement de cet accord de pêche. La rébuffade que le Polisario et son commanditaire reçoivent depuis 2 jours, hier et la semaine dernière. Donc, changement de cap de la diplomatie marocaine, fermeté, détermination, puis action. Voilà. Alors, il y a eu donc effectivement ce soutien du Hezbollah militaire au Front Polisario. Il y a eu aussi ce défilé militaire à Tifariti du Front Polisario. Ça affiche tout de même une image de guerre de la part du Front Polisario qui peut bénéficier sur un moyen long terme au Maroc, notamment au niveau de l'ONU, Jawad Khalloudi. Oui, alors concernant Tifariti, c'est un peu une fuite en avant de Polisario et de l'Algérie, soutenue par l'Algérie, avec des manœuvres militaires et une réunion du pseudo-parlement à Tifariti. Alors moi, ce que je regrette, je vous l'ai déjà dit dans un grand morning, c'est le manque de réaction de l'ONU et de la MINURSO, parce que la MINURSO, normalement, devrait déloger, étant donné que c'est une zone démilitarisée, aurait dû intervenir pour déloger. L'ONU n'a rien fait. Oui, on a juste tapé du poing sur la table en disant n'y allez pas, ne mettez pas de l'huile sur le feu. Et donc le défilé a bien eu lieu et donc moi je trouve que l'ONU aurait dû intervenir et le Maroc, comme a dit mon collègue Si Hassan, devrait être aussi beaucoup plus ferme vis-à-vis de l'ONU pour qu'elle fasse son travail et qu'elle assume sa responsabilité de garder cette zone tampon neutre. Hassan Alaoui. Je voudrais ajouter un petit élément très significatif, c'est que dans la réaction du Maroc, il y a eu quand même une exigence qui a été posée, à savoir une enquête sur les conditions de vie, d'existence des séquestrés marocains. Les Algériens préfèrent, la propagande algérienne préfère parler de réfugiés. En fait, ce n'est pas des réfugiés, ce sont des gens séquestrés qui avaient été emmenés de force en 1975 et puis donc à Tindouf. Conduits à Tindouf. Et le Maroc demande évidemment une enquête. Pourquoi ? Alors ça veut dire quoi, pardon ? Parce qu'il demande une enquête internationale. Est-ce que c'est une enquête sous supervision de l'ONU ou est-ce que ça peut être une enquête menée par des partenaires, différents pays ? Les deux, ou en tout cas l'ONU, comme a dit Jawad, c'est l'ONU qui doit prendre la responsabilité. Pourquoi cet élément est significatif ? Parce que tout simplement, il y a une grande mystification depuis maintenant 40 ans ou plus, c'est que il a toujours été refusé aux représentants du HCR d'accéder au camp pour authentifier qui est sahraoui et qui ne l'est pas. Et sur cet élément, la propagande algérienne a toujours joué. Monsieur Guterres lui-même, quand il était à la tête du HCR, n'a jamais été admis à rentrer pour vérifier qui est sahraoui, qui est le pays. Pourquoi ? Et il avait demandé également à ce que la population soit comptée. Hein. Parce que il faut absolument insister là-dessus, parce que c'est là le nœud du problème aujourd'hui. Quand l'Algérie est venue, d'abord en 1975, l'armée algérienne est venue autour de l'Aïn pendant la Marche verte, en partant, ils avaient à la fois conduit de force quelques 5 ou 6 000, disons 10 000 Sahraouis avec eux, dans leur fourgon. Et puis, tout de suite après, ils les ont installés à Tindouf, dans des camps, en faisant croire à la communauté internationale que ce sont donc des Sahraouis plus nombreux que ça. C'est-à-dire vers 60, 80 000, ce qu'il faut. Et aujourd'hui, évidemment, le représentant de l'Europe, d'ailleurs, on revient justement à cette histoire, c'est que le représentant du Parlement européen et de la Commission ont refusé l'exclusivité, comme vous disiez tout à l'heure, aux Sahraouis de Tindouf, entre guillemets, c'est-à-dire aux dirigeants du Polisario, qui ne sont pas du tout représentatifs, parce que la majorité des Sahraouis sont restés à l'intérieur du territoire après la Marche verte, et ils représentent quand même 90%. Et ça posera aussi un problème si tant est qu'on puisse croire qu'un jour il y aura un référendum. Donc c'est un changement de donne pour le Polisario qui perd des plumes au sein de l'Union européenne. Tout à fait, la complexité du problème est là-dedans. Et là-dedans, c'est que l'authentification des vrais Sahraouis, la majorité se trouve au Maroc, n'est-ce pas ? Et donc, ceux qui sont encore restés à Tindouf
de force, ce sont des séquestrés retenus tout simplement pour la galerie, pardonnez-moi l'expression. Ce qui est assez intéressant, Hassan Aloui et Jawed Kaddoudi, c'est que depuis 2 ans, le Polisario a créé beaucoup d'ennuis, beaucoup de bruit également sur plusieurs dossiers, crise avec la Suède, il y a eu une crise aussi avec l'ONU, il y a eu depuis un redéploiement de la diplomatie marocaine, depuis il y a quand même des choses qui bougent, le Maroc qui a réintégré l'Union africaine, il y a eu cette tentative du Polisario toujours en cours, des plaintes qui sont déposées vis-à-vis d'entreprises britanniques et françaises qui sont implantées au Sahara, cette plainte qui a secoué donc l'accord de pêche également, mais là depuis quelque temps, les efforts de la diplomatie marocaine commencent à porter leurs fruits, Jawed Kaddoudi. Oui, je pense que la bataille de l'Union européenne est gagnée. Je pense on peut le dire aujourd'hui avec ces déclarations. Et alors, je cite, d'ailleurs, je vous cite, vous l'avez dit dans votre message, pour la première fois, l'Union européenne parle de province, parce que avant c'était toujours le Sahara occidental. Et donc, moi je pense que au niveau de l'Union européenne, c'est gagné puisque les provinces sahariennes vont être incluses dans les accords de pêche et agricoles. Et l'Union européenne parle aussi de population locale et non pas du peuple saharaoui. Donc, pour l'Europe. Moi, ce qui m'inquiète, et je m'excuse de revenir là-dessus, c'est ce qui se passe à la zone tampon. Il faudrait que notre diplomatie puisse, parce que ils ont reçu quand même une dizaine de pays, de représentants, une dizaine de pays qui ont envoyé soit leur ambassadeur, soit des diplomates. Ils ont effectué des défilés militaires. Et donc ça, je pense que c'est le point noir qui reste dans notre lutte contre le Polisario et l'Algérie. Hassan Aloui, Jawed Kaddoudi nous dit l'Union européenne, c'est bon, elle est gagnée pour le Maroc. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Oui, je voudrais simplement nuancer un petit peu. Ce n'est pas totalement, à mon avis, gagné toujours, parce que de toute façon, ce qu'il faut souligner dans cette affaire, c'est que Bruxelles ou Strasbourg, mais surtout Bruxelles, ce sont, disons, des bureaucrates qui aujourd'hui entre la cinquantaine peut-être et 55 ans, 40 ans et tout, et qui viennent un petit peu de cette culture de ce qu'on appelle les droits de l'homiste, tout ça. Et c'est eux qui font la décision. C'est eux qui ont parrainé ce qui s'est passé il y a 1 an et demi ou 2 ans à propos donc de la plainte et de la Cour de justice internationale. Tout ça, ils sont derrière. Pour la justice européenne. Et donc, finalement, toute décision qui se prend à ce niveau-là, c'est aussi par rapport à une évolution au sein même de l'Europe, c'est-à-dire des cadres dirigeants qui viennent. Ce n'est plus la même génération qui avait en main le problème du Sahara. Ce sont des gens peut-être qui ignorent les tenants et aboutissants de cette affaire. Et donc, aujourd'hui, il faut être prudent, il faut travailler, comme le fait Bourita. Et j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique de la diplomatie marocaine, évidemment sous l'égide de Sa Majesté le Roi, et naturellement menée et bien conduite de main ferme par M. Bourita. L'histoire, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc, il a 2 axes très, très, très importants. C'est ce que j'appellerais la diversification, un petit peu, et l'ancrage. C'est l'intégration en Afrique, n'est-ce pas? Le Maroc vient de signer, si vous voulez, l'accord de la ZLEC. Et donc la zone de libre-échange économique. Il développe une double détente, à savoir un petit peu la culture et d'autres influents comme le culte, c'est-à-dire le culte malikite, la formation des imams et tout ça. Et surtout, le Maroc est quand même le 2e investisseur aujourd'hui en Afrique. Donc, cette bataille africaine, n'est-ce pas, elle est menée concomitamment, si vous voulez, avec une autre action qui est un peu plus déterminée, j'allais dire, entre guillemets, militaire. C'est ça. Jawed Kaddoudi. Moi, je pense, effectivement, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir, mais je pense que je maintiens que c'est une victoire du Maroc, parce que n'oublions pas que la Cour de justice de l'Union européenne a dit que les accords ne devraient pas s'appliquer au Sahara occidental. Et la Commission est passée outre. C'est quand même très, très, très important. Et vous savez, entre les États, c'est les intérêts.
quel intérêt a l'Union européenne avec le Maroc? C'est d'abord tout l'intérêt économique. Les 2/3 de notre économie sont tournés vers l'Europe et vers l'Union européenne. Il y a aussi la politique que mène le Maroc contre le terrorisme et la politique migratoire. N'oublions pas qu'il faut le dire, le Maroc joue le rôle de gendarme. Parce que si on ouvre la frontière à Ceuta et Melilla, ça sera, si vous voulez, l'invasion de l'Europe. Donc je pense que les fonctionnaires de l'Union européenne, bien sûr, sont, si vous voulez, défendent bien sûr l'intérêt de l'Union européenne. Et donc, ce sont, à mon avis, ces deux éléments qui ont fait que la Commission européenne est passée outre des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Hassan Alaoui. Oui, il faudrait préciser deux choses. Dans cette affaire, il y a la Commission, n'est-ce pas, que dirige bien sûr Madame Morigny, et puis il y a le Parlement. Donc, il faut absolument faire attention à distinguer entre les deux institutions. Oui, bien sûr. Et le bonheur du Maroc, c'est que effectivement, les avis de l'une et de l'autre se sont jointes depuis hier, parce que finalement, la semaine dernière, c'était l'alerte, la mise en garde du, comment il s'appelle, du représentant des affaires étrangères de Nicolas Bult de l'Union européenne, qui a dit oh là, attention, vous n'êtes pas les seuls représentatifs, vous êtes à la limite une minorité. Et puis, il y a évidemment le rejet de la proposition des Verts et ce que je disais, donc des bureaucrates de l'Europe, au niveau du Parlement, Strasbourg. Et ce qui est heureux, évidemment, c'est que le Maroc se peut féliciter parce que c'est l'aboutissement d'une série d'efforts déployés et d'actions un petit peu consenties et tout ça. Et nous pouvons aujourd'hui nous pouvons nous féliciter parce que c'est un tournant, à mon avis, très important. À la suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Hassan Alaoui, rebonjour. Bonjour. Fondateur du Maroc diplomatique. Jawad Kirdoudi également avec nous ce matin, rebonjour. Rebonjour. Vous êtes le président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. On continue à parler du dossier du Sahara avec donc le Polisario qui a perdu des plumes ce mois-ci. On passe en revue donc les différentes crises qui peuvent bénéficier au Maroc. Tout d'abord, le soutien du Hezbollah et de l'Iran militaire et logistique au front Polisario. L'Union européenne qui qualifie à travers la Commission européenne le Polisario de non-membres exclusifs des populations du Sahara et qui parle de province et non plus du Sahara occidental. C'est le terme que l'Union européenne juge elle-même dans ses statuts et dans ses propos. Et puis il y a cet autre événement aussi, c'est ce défilé militaire à Tifariti qui a marqué les esprits alors que l'ONU avait tiré la sonnette d'alarme, le front Polisario. Sur l'Union européenne et l'accord de pêche, on est à 1 mois et demi, Hassan Alaoui, grosso modo, du renouvellement de cet accord après donc cette plainte du Polisario auprès de la Cour de justice européenne. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tous les accords commerciaux du Maroc vont pouvoir passer comme une lettre à la poste avec l'Union européenne sans que le Polisario puisse de nouveau déposer une plainte? Non, certainement pas, parce que de toute façon, il ne peut pas laisser passer les choses comme ça. Il va encore trouver des entourloupettes. Ils vont même travailler dans le sens de ce qu'on appelle le lobbying et l'influence, la politique d'influence, parce qu'ils ont derrière eux quand même le gouvernement algérien qui peut parader à tout moment, et en particulier à un moment où peut-être le prix du baril va grimper, et donc c'est l'arme fatale, si je puis dire, du gouvernement algérien depuis 40 ans. Toute la guerre que l'Algérie mène au Maroc, c'était à travers, évidemment, à travers l'économie, bien entendu, et surtout dans les instances, si vous voulez, juridiques internationales, à l'ONU en particulier. Et donc, aujourd'hui, le Polisario ne peut pas accepter cette défaite cuisante. Il faut quand même redoubler d'efforts en ce qui nous concerne et nous organiser davantage pour prévoir les coûts, développer, mettre en œuvre des stratégies de riposte. Et donc, ce n'est pas évident
que tout se passe comme vous dites comme une lettre à la poste, c'est pas ça. Ouais. À quoi s'attendre maintenant, parce que il y a quand même un événement. Mais il y a un détail, si je puis simplement l'ajouter, c'est que vous parliez tout toujours donc Jawad aussi de l'occupant marocain, parce que c'était le langage. Moi, j'ai pas parlé d'occupant marocain. Non, mais je veux dire. Ouais, mais en tout cas, l'Union européenne, oui. Personne n'a parlé d'occupant. Non, c'était la nuance entre territoire, donc, et province. C'est très important parce que, les propagandistes algériens, notamment, se sont toujours livrés à ce langage vraiment des années 60, oui. À savoir l'autodétermination, le colonialisme. Ils le disent toujours que c'est le Sahara, c'est la dernière colonie, etc. Oui. C'est honteux parce que tout simplement, le Maroc n'a jamais été un pays colonial. C'est un pays souverain qui a au contraire participé et contribué à la libération de beaucoup de pays en Afrique et des grands mouvements aujourd'hui qui peuvent être même hostiles parfois, donc comme en Angola, en Afrique du Sud et tout ça. Et donc aujourd'hui, ce langage est caduc, tout simplement. Les Européens l'ont absolument exhumé pour l'éliminer, tout simplement. D'autant plus que rapidement, le Maroc quand même a décolonisé entre parenthèses son Sahara par un accord dûment signé le 14 novembre 1975 à Madrid. Eu égard à une résolution 1514, donc des années 60, qui stipule que un État et une autre entité ou un autre État peuvent négocier un petit peu la décolonisation d'un territoire. C'est ce qui s'est passé. Donc l'Algérie est malvenue pour donner des leçons à ce niveau-là au Maroc. Jawad Khadraoui. Moi, je voudrais revenir à l'Union européenne et je maintiens que c'est une victoire du Maroc, parce que la Commission européenne ne peut pas se déjuger. Et elle a pris position maintenant en disant le Polisario n'est pas le représentant exclusif du peuple. Et ensuite, elle a dit les accords vont être appliqués également aux provinces. Et ça, elle ne peut plus revenir là-dessus, parce que c'est quand même une organisation qui se respecte. Et donc, bien sûr, je suis d'accord avec Seyhassad, le Polisario va continuer à se plaindre et à dénoncer, etc. Mais la Commission européenne ne peut plus revenir. Moi, je pense que tous les accords qui se feront à l'avenir se feront avec des provinces sahariennes, parce qu'elle ne peut pas revenir sur une décision qui a été prise. Voilà. Alors, vous savez, la question qu'il faut maintenant se poser, cette tendance à la militarisation du conflit par le Polisario et l'Algérie, preuve en est que, évidemment, l'Iran est entré dans le jeu, mais surtout l'implication que nous avons toujours dénoncée de l'Algérie, qui est partie prenante, partie concernée, partie impliquée, tout ce que vous voulez. La preuve en est que le crash de l'avion algérien près de l'aéroport, donc près de Blida, oui, a démontré vraiment, a donné un petit peu la mesure de cet engagement militaire algérien. De la même chose pour le crash à Cuba, où on a découvert aussi qu'il y avait aussi des militaires du Polisario. Donc, est-ce qu'on peut attendre que le Conseil de sécurité, que le prochain rapport de l'ONU sur le dossier du Sahara soit justement un appel ferme à ce que l'Algérie soit partie prenante des discussions? Il l'a déjà fait, le dernier rapport, il le fait depuis toujours. L'Algérie est impliquée, c'est un acteur donc du conflit, c'est elle qui a créé le conflit. Et donc, ce qu'il faut maintenant, comme je le souligne, c'est une espèce de tendance à la militarisation du conflit, et nous verrons certainement d'autres actions au grand mépris des résolutions pertinentes de l'ONU, aux grandes dames, je dirais même, des pays européens, de l'Occident et tout. Oui. Et donc, la réaction, c'est effectivement réadapter la diplomatie marocaine au coup par coup. Il y a eu un tournant tout de même, c'est que pour une fois, le mandat de la MINURSO, qui a été donc voté au mois d'avril, fin avril dernier, est valable uniquement 6 mois et non pas 1 an, Jawad Khadraoui. Alors, est-ce que justement le Maroc peut en profiter avec ces couacs du Polisario, cette affaire du soutien du Hezbollah et de l'Iran au Polisario, est-ce qu'il peut en profiter dans les prochains mois au niveau de l'ONU? Alors, effectivement, le fait de proroger de 6 mois au lieu d'1 an, c'est pour pousser, si vous voulez, mais je suis sceptique. Je pense pas que dans 6 mois il y aura aucun changement, et le Conseil d'administration, le Conseil de sécurité va encore se réunir parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pour le moment, dans les négociations, il y a 2 positions claires. Le Maroc dit
il y a le plan d'autonomie de 2007. Nous, on ne peut pas aller au-delà. Les autres disent il faut le référendum. Donc tant que ce sont ces deux positions-là, il n'y aura pas de solution. Donc dans 6 mois, on se reverra peut-être, ça sera encore la même chose, et à moins d'événements extraordinaires. Mais je le répète, tant que les partis maintiendront leur position, et je pense qu'ils maintiendront leur position, il n'y aura pas de solution dans 6 mois. On est à 3 mois de la première année de Horst Köhler en tant que nouveau secrétaire, nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU sur le dossier du Sahara. Quel bilan on peut faire pour l'instant? Est-ce qu'il est resté relativement timide? Il a organisé des rencontres, notamment avec Nasser Bourita à Lisbonne. Tout récemment, il a rencontré les différents protagonistes, mais pour l'instant, pas de retour à la table des négociations. Hassan Alaoui. Horst Köhler, ne l'oubliez pas, c'est l'ancien chef d'État de la République fédérale d'Allemagne, n'est-ce pas? C'est un protestant, et dans sa vision un petit peu des choses, surtout de règlement des conflits comme ça, il y a cette volonté de tout connaître, je veux dire, de tout saisir, de ce puzzle très 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 compliqué qui le dépasse et dont il a senti effectivement la mesure difficile. Et donc aujourd'hui, sa mission, c'est évidemment de s'informer. Il a pris le temps et il a vu tout le monde, y compris les gens qu'il ne devait pas voir, à mon avis, comme par exemple l'Union africaine et tout ça, qui est d'office, de ipso facto exclu du processus de négociation, parce que... Donc il voulait inclure l'Union africaine dans le processus de négociation. Et donc nous nous sommes un peu inquiétés de si vous voulez, de cette démarche, mais à la limite, finalement, ce n'est pas si mauvais que ça, puisque de toute façon, il en a pris conscience, c'est qu'il s'est rallié à l'esprit de la résolution, donc 2414, qui a été votée le 27 avril dernier. Et donc, cette résolution, il ne faut pas crier victoire et pas de triomphalisme. Elle est positive pour ce qui est un petit peu des avancées de ce dossier, parce qu'on commence manifestement à sensibiliser et à toucher un petit peu les consciences internationales. Alors, le représentant des Nations Unies va peut-être organiser des rounds, comme on a eu à Manhasset il y a 10 ans, n'est-ce pas? Eh bien, on va voir l'approche qu'il va maintenant proposer, parce que nous ne sommes comme dit Jawad, nous ne sommes finalement qu'à 5 mois même pas, du mois d'octobre, où encore le Conseil de sécurité doit décider du destin de la MINURSO, et évidemment des avancées qui seraient obtenues